Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Vous accusez Total Énergie de complicité de crimes de guerre pour avoir maintenu ses activités en Russie. Le groupe a décidé en réponse de vous poursuivre en diffamation. Est-ce que vous retirez vos propos ce matin? Absolument pas, je confirme. Je persiste. J'accuse Total Énergie d'être complice de crimes de guerre en Ukraine. Vous savez, selon l'article 25 de la Cour pénale internationale, à partir du moment où vous avez connaissance des faits, que, vous le savez, le groupe Total travaille avec des partenaires russes qui sont très liés au plus haut sommet de l'État poutinien. Vous avez notamment l'oligarque Timchenko, qui est très lié aussi et qui est sous les sanctions internationales. Donc Total, c'est parfaitement les crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine. Total sait parfaitement que par ses activités, il contribue à financer des groupes très liés à cette guerre, et donc ça s'appelle une complicité de crimes de guerre. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, dit que c'est une insulte aux 100 000 salariés du groupe, dont certains en ce moment ont pris les armes en Ukraine contre l'armée russe. D'accord. Et vous pensez que les soldats ukrainiens, qui ont pu travailler chez Total, ils sont heureux que les bombes qu'ils reçoivent sur la tête ont aussi pour financement les activités de Total? Moi, le cynisme de M. Pouyanné, qui, sanglot dans la voix, nous parle de ses salariés. M. Pouyanné, il est en colère sur cette guerre au nom de ses actionnaires. Moi, je suis en colère au nom des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui, aujourd'hui, sont victimes d'atrocités de guerre. M. Pouyanné, il parle de ses salariés et il parle de combattants ukrainiens, mais la seule façon d'aider ces combattants ukrainiens, la seule façon d'être solidaire avec les millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont sur les routes, c'est de faire l'embargo sur le gaz et sur le pétrole russe, et c'est que des groupes comme Total, BP, Shell, ExxonMobil ont quitté la Russie. C'est le seul groupe qui reste. Et vous savez, je suis en colère aussi sur le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas cessé depuis des années de soutenir le groupe Total et son implantation en Russie. Il l'a fait comme ministre des Finances et de l'économie. Il l'a fait comme président de la République. C'est à Emmanuel Macron aujourd'hui que je m'adresse. Il doit imposer le retrait de Total de Russie. Alors pour le moment, Total a décidé d'arrêter tout achat de pétrole ou de produits pétroliers russes avant la fin 2022. Vous êtes satisfait de cette décision? Mais bien sûr que non, la guerre c'est maintenant. C'est en ce moment que les Ukrainiennes et les Ukrainiens se prennent des bombes sur la tête. Enfin, on ne peut pas regarder les bombardements d'hôpitaux pédiatriques, de théâtres, la crise humanitaire majeure qu'il y a à Mariupol et se dire « mais d'ici la fin de l'année, je vais peut-être faire un petit geste ». Mais quel est ce cynisme absolu? C'est maintenant que Total doit quitter la Russie, comme l'ont fait les autres multinationales du pétrole. Et puis, vous savez, qu'est-ce que Total veut me faire taire? Total veut me faire taire en pleine campagne électorale présidentielle? Mais vous savez, moi ça fait 30 ans que je fais de l'écologie. Ça fait 30 ans que je mène ces combats-là. On a toujours eu les menaces des lobbies. Ça n'a jamais cessé. J'ai été espionné par EDF. Et maintenant j'ai une attaque juridique de Total. Les écologistes ne reculeront pas. Et vous savez, il va falloir sacrément, dans le quinquennat qui vient, faire le ménage dans les conflits d'intérêts entre le privé et l'intérêt général. C'est-à-dire? Ces lobbies qui dirigent le pays, ça suffit. Monsieur Pouyanné, qui entend dicter la politique énergétique à la France, qui commente la campagne présidentielle. Vous savez que le principal conseiller spécial de Monsieur Le Drian, pendant des années et des années au ministère des Affaires étrangères, il est aujourd'hui directeur des affaires publiques de Total. Mais ça veut dire quoi, Yannick Jadot? Ça veut dire que toutes les entreprises privées, maintenant, elles n'ont plus le droit de travailler en Russie? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, mais moi je relais l'appel du président Zelensky. C'est-à-dire que vous considérez que toutes les entreprises françaises qui maintiennent aujourd'hui une présence en Russie sont complices de crimes de guerre? Non, toutes, parce que ou uniquement Total? Pas au même niveau, parce qu'on voit bien que ce qui fait le cœur de l'oligarchie corrompue est aujourd'hui engagé dans la guerre en Ukraine, dans le système russe. C'est le gaz et c'est le pétrole. Donc je ne mets pas tout le monde au même niveau. Mais oui, les groupes français doivent quitter la Russie. On est un des pays où les groupes économiques restent le plus en Russie. Et vous savez, je l'ai dit, l'une des premières mesures qu'on mettra en place, si les Français le choisissent, c'est une loi sur les lobbies.
C'est pas possible qu'en permanence dans notre pays, alors, les lobbies soient au cœur des politiques On fait quoi, publiques. par exemple, pour Engie qui est engagé dans le projet Nord Stream 2, qui est suspendu pour le moment? Tant mieux. Il faut carrément sortir de Nord Stream 2? Mais bien sûr. Mais vous voyez bien. Mais c'est Engie, c'est l'État aussi. Alors on dit quoi? Ah, mais donc en fait, on nous a expliqué. Vous voyez, tous ces gouvernements. Non, mais est-ce que vous voulez le retrait d'Engie tous ces gouvernements qui ont orchestré la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, qui ont orchestré, il y a encore quelques semaines, vous savez, on a eu ce débat, on en a parlé ici, ont voulu faire du gaz une énergie verte. Eh bien, évidemment, ces dépendances aux énergies fossiles, elles alimentent, elles sont le carburant de la guerre en Ukraine. Elles tuent le climat. Et puis, franchement, Total, qui nous donne des leçons d'empathie, ils ont soutenu la dictature birmane jusqu'à ces dernières semaines. Ils sont en train de faire un projet qui va déplacer 30 000 personnes en Ouganda. Alors, vous, président Yannick Jadot, vous coupez le robinet du gaz russe dès votre arrivée à l'Élysée et vous dites aux Français, quelles qu'en soient les conséquences, c'est fini. Fauvel. Comment on fait? J'espère que c'est le Conseil européen qui va trancher ça. Si ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'unanimité en Europe sur cette question, vous savez que d'autres pays sont encore plus dépendants que nous. Si vous êtes président, vous fermez le robinet du gaz russe. Qu'est-ce que vous faites pour assurer les Français, par exemple, pour avoir du chauffage l'hiver prochain? Vous avez parfaitement raison. Le sujet, c'est bien l'hiver prochain. On a du gaz et du pétrole. Le printemps arrive, les cuves vont être pleines. L'hiver prochain, on fait quoi? On met un acheteur unique européen, comme on a fait sur les vaccins. C'est-à-dire qu'on crée la solidarité au sein de l'Union européenne et on renforce nos approvisionnements extérieurs à la Russie. Première chose. En gaz? Bien sûr. À quel pays vous achetez du gaz? Moi, vous savez que je suis pour... L'Arabie Saoudite en vend, c'est pas une immense démocratie non plus. Non, mais les États-Unis en vendent, c'est du gaz de schiste. Vous avez raison sur tout ça. Oui. La question aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, des populations civiles bombardées. Donc notre priorité. Et la seule façon d'obtenir la paix, parce que mon seul sujet... mais votre plan B, Yannick Jadot, c'est l'Arabie Saoudite ou le gaz de schiste américain? Non, mais est-ce que vous dites, Yannick Jadot, attendez, pardon, pour être très clair, est-ce que vous dites mieux vaut du gaz de schiste que du gaz russe? Je dis aujourd'hui, on se met en situation de fournir du gaz, du pétrole, de l'électricité, de l'énergie aux Européens d'ici l'hiver prochain. Mais quand j'entends que Engie nous vend aujourd'hui son contrat de 20 ans, passé déjà il y a des mois sur le gaz de schiste américain, c'est totalement, là aussi, cynique. On a deux enjeux. Vous voyez bien combien la paix et le climat, aujourd'hui, sont le même combat. Mais je vous repose la question, elle est importante. Tout sauf du gaz russe, y compris du gaz de schiste. Je dis que nous devons... C'est la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est de garantir l'approvisionnement européen. Mais d'ici là, d'ici l'hiver prochain, on peut parfaitement multiplier les substitutions chaudière-gaz, pompe à chaleur. On peut... commencer. On peut prioriser tous les chantiers de rénovation. Moi, je veux mettre tous les acteurs. Mais vous dites si vous ne me laissez pas répondre, ça va pas. Allez-y. Si vous me savez ce que je vous propose, Yannick Jadot? On va marquer une toute petite pause, le temps du Finafo, et vous allez développer après. Ce sont des sujets intéressants qui intéressent les auditeurs, les téléspectateurs. Merci, parce qu'on a des réponses. Parce que ça va loin dans l'économie, dans la morale parfois aussi. On a un plan. Vous allez nous l'expliquer? On a un plan pour se passer du gaz. Vous nous l'expliquez dans un instant. Toujours avec Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Vous disiez juste avant le fil info, il faut absolument se passer du gaz russe. Comment on fait si on s'en passe? Je l'ai dit, un acheteur unique européen. On ne met pas les pays européens en compétition les uns avec les autres pour se fournir. On fait comme pour les vaccins. 2, on suspend les directives européennes sur la libéralisation des prix de l'énergie pour réglementer de nouveau les prix de l'énergie. 3, je l'ai dit, c'est un investissement aujourd'hui avec un impact qui ne sera pas majeur pour l'hiver prochain, mais on repriorise tous les travaux de rénovation des bâtiments publics et des logements privés. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour réduire notre consommation de gaz. 4, on installe massivement des panneaux photovoltaïques sur les toits plats, centres commerciaux, écoles, parkings. Vous réduisez d'un tiers notre consommation de gaz liée à l'électricité. En 6 mois. Mais on commence, on le fait. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la paix. Vous savez, il va falloir On entend vos 4 points. D'ici l'hiver prochain. D'ici l'hiver prochain, il faut réduire de 10 à 15% Est-ce qu'il y a un petit 5 aussi dans ce plan, Yannick Jadot? Est-ce que vous dites aux Français, il faudra d'une manière ou d'une autre consommer moins, baisser le chauffage, changer notre façon de faire et plus rapidement qu'on pensait? L'Agence internationale à l'énergie a sorti son plan pour se passer du gaz russe. Et effectivement,
il peut y avoir des changements de comportement. Par exemple, j'avais mentionné, vous savez, par exemple, le fait de décaler l'utilisation des machines à laver. Tout le monde a rigolé, mais parce qu'en fait, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Si vous mettez en place votre machine à laver dans notre pays à 6 heures, elle va tourner grâce aux centrales gaz. À 22 heures, elle ne tourne plus grâce aux centrales gaz. Donc, on peut trouver des choses. Ça, les particuliers peuvent le faire, internationale de l'énergie... Les entreprises, elles font vous avez comment ? raison, mais la question, c'est... Et puis surtout, pour moi, il n'est pas question que ce soit les 12 millions de personnes qui souffrent déjà de précarité énergétique, qui réduisent leur consommation de gaz. L'Agence internationale de l'énergie dit, par exemple, on pourrait économiser énormément d'énergie si on réduit de 10 km/h la vitesse sur les routes. Alors, je sais le débat qu'on a eu sur les 10 km/h, mais on a 10 millions de réfugiés ukrainiens. On a 3 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont déjà en dehors. On a des atrocités tous les jours. Si à un moment donné, pour défendre nos valeurs, pour défendre la démocratie, pour défendre la paix et la sécurité, et en plus, enfin lutter contre le dérèglement climatique, ça passe par ces gestes-là, temporairement, et bien franchement, c'est à la hauteur de notre responsabilité en Ukraine aujourd'hui. Vous êtes, à notre connaissance, Yannick Jadot, le seul candidat à l'élection présidentielle à qualifier Vladimir Poutine de criminel de guerre. Est-ce à dire que si vous êtes élu dans 1 mois et demi, vous n'irez jamais le voir? Mais bien sûr que non. Il n'y aura aucun contact entre vous. Non, mais bien sûr que non, j'irai le voir. Ah, vous irez le voir, pardon. Excusez-moi, oui. C'est ma réponse. Non, c'est ma oui. Je l'ai dit. On peut serrer la main à un criminel de guerre. On n'est pas obligé de lui serrer la main, et surtout pas, comme le fait le président Macron, de le tutoyer. Ça, c'est certain. Moi, j'ai toujours dit, y compris dans la phase avant la guerre, j'ai toujours dit, il faut que le président Macron, en tant que président de l'Union européenne, joue collectif. Il joue Union européenne. Vous savez, pendant cette période-là, je pense que personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Mais avant qu'il déclenche la guerre, il y a 1 mois, il a vu défiler les dirigeants européens, les uns après les autres. Pas ensemble, les uns après les autres. Et dans sa tête, je suis convaincu qu'il s'est dit, les Européens font comme d'habitude. Ils ne sont pas ensemble. Ils sont divisés. Vous pensez que s'il avait vu dans le même bureau Charles Michel, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, il n'aurait pas attaqué l'Ukraine? Ce qui est certain, c'est que nous aurions dû démontrer dès le début, et c'est comme ça que je continuerai à faire, de l'unité et de la fermeté. On ne rencontre pas Vladimir Poutine à Brégançon. On le rencontre dans un cadre européen avec les autres dirigeants européens. C'est toujours comme ça que se construisent les rapports de force. Il ne peut y avoir ni naïveté, ni arrogance, ni complaisance dans les rapports avec la Russie. Et vous savez, vous en parliez, ce moment-là que nous vivons est un moment historique à bien des égards. Historique au sens de la remise en cause de la paix sur le continent européen. Des liens de dépendance, de complaisance. Ça doit être un moment de clarification politique aujourd'hui. Je veux dire, les écologistes, on ne peut pas nous reprocher ça. On a toujours eu la constance de se séparer des énergies fossiles et de nos dépendances, de n'avoir jamais aucune complaisance avec aucun dictateur. Vous vivez mal les critiques en ce moment, Yannick Jadot, sur le va-t-en-guerre Jadot. Celui qui veut livrer des armes, celui qui ne veut plus entendre le discours de paix. Ça vous touche ? Ce qui me touche, c'est le cynisme de ces discours. Parce que ceux qui les portent, c'est ceux qui défendent la guerre, en fait. C'est ceux qui laissent la guerre se dérouler. C'est les mêmes qui reconnaissaient l'annexion de la Crimée par la Russie et qui disaient qu'au fond, l'Ukraine pouvait disparaître dans le giron russe. Eh bien, tous ces gens-là, en acceptant, en étant complaisants vis-à-vis de Poutine, ont laissé Poutine développer les guerres partout. Ce que je veux, moi, c'est la paix. Ce que je veux, c'est la démocratie. En armant l'Ukraine. En armant des résistants. En armant des résistants. Il faut envoyer plus d'armes aux Ukrainiens. J'aurais aimé que le Front populaire, pendant la guerre d'Espagne, arme les républicains contre les fascistes. Et oui, je suis heureux que les Anglais et les Américains aient armé la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un vrai projet de paix. C'est ça le projet de paix. Céder à Poutine, c'est eux les va-t-en-guerre. Ceux qui disent, au fond, faut tout faire pour la paix, mais qui ne proposent rien. Qui ne proposent rien et surtout pas d'aider les Ukrainiennes. C'est le président de la République qui propose ça. Il faut envoyer plus d'armes aux Ukrainiens aujourd'hui. C'est la demande du président Zelensky. Il y a une coopération aujourd'hui qui est engagée, vous le savez, entre l'Union européenne, les facilités européennes pour payer des armements. Ça s'engage, c'est très bien. Il faut faire ce qu'il faut pour éviter les bombardements et pour éviter les massacres de populations civiles. Mais soyez clairs, mon projet n'est que la paix. Mais pour imposer la paix aujourd'hui, il faut un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et pourquoi je défends l'embargo
du gaz, le pétrole. Pas parce que c'est simple à faire. Je sais qu'il y aura des conséquences sur nos pays. Mais parce qu'aujourd'hui, le gaz et le pétrole, c'est 700 millions de dollars qui viennent par jour, alimenter la guerre que mène la Russie en Ukraine. Depuis le début du conflit, on doit être à 18 milliards. Si on arrête ça, vous savez, c'est la moitié des recettes du budget de l'État russe, le gaz et le pétrole. Si on arrête nos importations, on se met en situation d'obtenir la paix. La paix, c'est pas faire des grands discours. La paix, c'est construire le rapport de force pour que cessent les atrocités. On voit que cette guerre en Ukraine a mis en évidence également notre dépendance en matière alimentaire. Le prix de certaines matières, de certains produits alimentaires est en train d'exploser sur les marchés. Est-ce que vous dites aujourd'hui la priorité pour l'Europe et pour la France, c'est de produire le plus possible, quitte à mettre de côté certaines mesures écologiques? Je défends exactement l'inverse. Si notre agriculture aujourd'hui est vulnérable en Europe, c'est parce que nous dépendons, vous savez, pour notre élevage industriel, du soja qui nourrit les animaux, qui vient notamment du Brésil, qui participe à la destruction de l'Amazonie et du dérèglement climatique. Je prends un autre exemple, si vous voulez bien. Il y avait un projet... Les engrais azotés qui viennent de Russie. Nous sommes le pays qui consomme le plus d'engrais azotés. C'est un drame pour les sols, c'est un drame pour le climat. Et pour tout ça, pour vendre des produits sur le reste du monde, où nous sommes aussi vulnérables sur les marchés. Donc notre souveraineté alimentaire, c'est justement repenser la durabilité de l'agriculture. On pourra produire plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec moins de pesticides, moins de produits phytosanitaires pour vous? On produira... Ou alors, on produira mieux, mais on ne pourra pas nourrir tout le monde. L'urgence, Marc Fauvel, et je vous entends, c'est qu'il y a des risques de famine dans un certain nombre de pays dans le monde. On peut parler de l'Égypte, on peut parler du Liban, on peut parler d'un certain nombre de pays qui sont devenus totalement dépendants de leurs importations parce qu'ils ont abandonné leur agriculture. On a 100 millions de tonnes à peu près de céréales qui sont bloquées entre la Russie et l'Ukraine. Il y a 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser ces stocks pour faire en sorte que ces pays aient évidemment accès à des céréales et qu'il n'y ait pas de famine ou d'explosion des prix. Parce qu'aujourd'hui, sur les marchés de l'énergie, comme sur les marchés des produits alimentaires, il y a eu, ces derniers mois, une explosion des prix, notamment sur le blé, mais qui est plutôt liée à la sécheresse et au dérèglement climatique. Aujourd'hui, ce sont des prix énormes, mais de spéculation. Si on décroche, si on déstocke, eh bien, on fera retomber l'attention. C'est qui on? Mais nous, par exemple, où sont-ils ces stocks? Par exemple, on a 30 millions de stocks, on a 30 millions de tonnes de stocks en Europe. Il y en a 250 millions dans les pays dits occidentaux et 250 millions en Chine. Donc, on peut parfaitement passer cette épreuve par la gestion des stocks. À nous, encore une fois, d'être solidaires. Mais c'est certainement pas en affranchissant, en exonérant l'agriculture de ses responsabilités sur le climat, sur la biodiversité, sur les paysans et sur notre souveraineté alimentaire qu'on y parviendra. Et c'est bien l'inverse qui nous a amenés dans ce mur. Rapidement, Yannick Jadot, la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne pour rendre hommage à Ivan Colonna, désigné coupable de l'assassinat du préfet Rignac, on le rappelle. Emmanuel Macron dit que c'est une faute et que c'est inapproprié. Il a raison? Je regrette ces drapeaux en berne. Je peux comprendre l'émotion qu'il peut y avoir autour de la mort d'Ivan Colonna. Vous savez qu'on était un certain nombre de responsables politiques qui avaient demandé le rapprochement des prisonniers corses. Mais je regrette cette décision parce que on connaît la qualification du crime, de l'assassinat du préfet Rignac. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, et c'est vrai que ça a été là aussi un échec de ce quinquennat, c'est retrouver une relation apaisée entre la Corse et l'État français. Il y a ce débat qui s'est ouvert. C'est toujours terrible parce que dans ce quinquennat, les débats s'ouvrent quand il y a des violences. C'est vraiment la pire des solutions. Le débat sur l'autonomie. Mais sur l'autonomie de plein droit, de plein exercice, il faut ouvrir ce débat pour, encore une fois, retrouver un climat de confiance entre la Corse et l'État français. Vous voyez Yannick Jadot dans les intentions de vote à 17 jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de progresser. S'il est en position de se qualifier au matin du 10 avril prochain, s'il est en position de représenter la gauche au second tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous pourriez voter pour lui? Je voterai Yannick Jadot.
Je voterai Yannick Jadot, Marc Fauvel, n'ayez pas l'ombre d'un doute. C'est quoi le vote utile aujourd'hui dans ce moment très particulier? C'est évidemment un vote pour la paix et le climat, je l'ai dit, c'est le même combat. C'est le vote pour la biodiversité, c'est le vote pour la justice sociale et le pouvoir d'achat. Mais on le voit dans ce moment. C'est un vote, pour moi l'écologie est indissociable de la démocratie. La démocratie, on doit la défendre, y compris en Chine, en protégeant les Ouïghours contre le Parti communiste chinois. Jean-Luc Mélenchon ne la défend pas assez, la démocratie, à vos yeux? Ah bah écoutez, il n'a pas voté la reconnaissance du génocide sur les Ouïghours. Vous voyez, il a expliqué que ça ne servait à rien. C'est marrant, ça ne sert jamais à rien dès qu'il s'agit de condamner des dictatures qui écrasent des peuples, qui écrasent les libertés. De la même façon, l'a-t-il dit pour l'Ukraine. Et puis, ce que vous dites, c'est important. Ce que vous dites est valable aussi pour un second tour éventuellement. Non, vous ne pourriez pas voter pour lui. Franchement, on a déjà du mal à faire. Il ne défend pas la démocratie, c'est l'ami des dictateurs. Je ne vais pas vous demander si vous votez, ce que vous feriez entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mais vous me dites je ne peux pas voter pour lui. C'est valable aussi pour un second tour. Quel est le vote utile? Et on a déjà du mal à faire cette campagne présidentielle, si on peut éviter déjà de passer au second tour avant le premier, mais c'est aussi l'Union européenne. Moi, je suis convaincu, vous savez, j'appartiens à un parti politique dont le nom commence par Europe. Europe Écologie Les Verts. Pour moi, c'est essentiel dans ce monde, face aux dictatures, face aux puissances économiques, pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie. Il nous faut l'Union européenne, une Union européenne transformée, mais une Union européenne. Et le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'effacement de l'Union européenne. C'est le retrait, le repli sur la France. Et vous pensez vraiment que la France, seule, va résoudre ou va contribuer à résoudre les grands problèmes du monde? Je ne crois pas. Le fait d'avoir ces désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils vous interdisent à un moment donné, que ce soit au premier ou au second tour, de voter pour lui? Mais je vous l'ai dit, là on est... Non mais on parle de gauche irréconciliable ou pas? Non, pour moi, vous savez, les gauches irréconciliables, c'est dire que les électrices et les électeurs sont irréconciliables, ce que je ne crois pas. Et par exemple, vous êtes capable de vous parler avec Jean-Luc Mélenchon, de vous entendre, quel que soit le score, le 10 avril, est-ce que vous êtes capable de vous parler, de gouverner ensemble, éventuellement ou pas? Marc Fauvel, je suis dans ma campagne de premier tour. Est-ce que vous êtes capable de gouverner le pays avec lui? Il faudra, ça dépend sur quelle ligne. Sur la vôtre, par exemple. Ah bah sur la mienne, s'il se rallie au fait qu'on a besoin de l'Union européenne et qu'il ne faut pas, au fond, comme d'autres projets, effacer l'Union européenne. Parce que le projet de Mélenchon, c'est quoi? Vous savez, c'est le fameux opt-out. Alors c'est plus simple que plan A, plan B. Personne ne comprend rien, le opt-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque pays va choisir les sujets qu'il ne veut pas partager avec les autres pays de l'Union européenne. Notamment, Mélenchon ne veut pas partager la politique de défense. Mais imaginez 27 pays qui disent « ça, j'en veux pas ». Vous allez avoir les paradis fiscaux qui disent bah, « nous, on ne veut pas la fiscalité ». Vous allez avoir les pays du charbon qui disent « nous, on ne veut pas le climat ». À la fin, il n'y aura plus rien à manger ensemble dans les repas du sommet européen. Eh bien, je ne crois pas que ce soit une bonne perspective pour notre pays de sortir finalement de l'Union européenne, d'effacer l'Union européenne. Nous sommes dans un moment tellement critique sur les grands défis du siècle qu'il nous faut aussi l'Union européenne. Merci Yannick Jadot. Merci. Et bonne journée à vous. Merci.